BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, c'est donc Mathieu Gallet, le président fondateur de Magellan, qu'on connaît, la plateforme de podcast dont on parle régulièrement, et l'ex-PDG de Radio France, qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Avec ce livre, Jeu de pouvoir, qui raconte, ça pourrait s'appeler I Crashed, c'est-à-dire comment vous êtes un peu brûlé les ailes. And I survived. Voilà, vous avez survécu et vous êtes en plus entrepreneur aujourd'hui. Oui. C'est pas mieux d'être entrepreneur que patron d'un groupe public. C'est l'enfer d'être patron d'un groupe public. C'est très différent et c'est vrai que je le dis à la fin du livre, c'est plutôt la fin du livre, ça m'a permis de me réinventer cette aventure avec Magellan. Aujourd'hui, on est une start-up d'une vingtaine de salariés, on produit nos contenus, on les distribue avec notre application. C'est vrai que c'est très différent du paquebot Radio France que j'ai adoré piloter, même si c'était compliqué, et c'est ce que je raconte dans ce livre. Mais c'est un travail de transformation que j'ai aimé faire avec mes équipes et j'en suis toujours fier parce que je pense que les résultats d'aujourd'hui sont ce qu'on a semé, planté, fait grandir il y a maintenant 7 ou 8 ans. Alors on parlera de la transformation de ce modèle, des radios notamment, et vous expliquez effectivement toutes ces années qui vous ont vu à la fois votre formidable ascension dans les cabinets ministériels, à la tête de l'INA puis de Radio France, et comment en fait, vous l'expliquez, parce que c'est votre version, comment au fond les enjeux de pouvoir, de rivalité, la rumeur sur votre relation avec Macron ont fait que, à la fin, vous avez dû rendre les armes et que la justice vous a rattrapé, même si, en appel, elle vous a en grande partie disculpé. Je disais, c'est l'enfer. Un groupe public, parce que c'est un jeu de cours, on voit les petites phrases avec Hollande, avec Macron, il faut séduire. C'est pas très sain, c'est pas un fonctionnement de management très. C'est complexe. Ça ressemble pas à ce qu'on voit sur ce plateau. C'est complexe. Avec les entrepreneurs privés. Alors, j'aime la complexité. J'avoue que j'ai été servi. C'est complexe parce que vous avez des parties prenantes très différentes. Vous avez l'interne. Ouais. On est dans un univers très syndicalisé. Vous avez l'actionnaire qui est l'État, qui a souvent des demandes contradictoires. À la fois, il faut faire de l'audience, il faut faire des économies, il faut avoir une diversité de programmes. Et c'est ça qui fait la richesse. Il faut lui plaire aussi. Il faut le séduire. Alors, il y a la question de la nomination, puisque j'étais nommé à l'unanimité par le CSA qui est indépendant sur le papier. Enfin, il vous révoque sous ordre de l'État. Exactement. Il a été plus indépendant probablement au moment où je suis nommé, parce que moi j'ai fait, vous l'avez dit, ma carrière dans les cabinets ministériels sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Donc quand j'arrive en 2014 à la tête de Radio France, je suis le mec de droite. Et c'est vrai que la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin, m'envoie comme message de félicitations, juste un SMS à ce moment-là. Donc les rapports sont tendus avec l'État. Les rapports sont tendus en interne, puisqu'on change, par exemple, sur France Inter, 70% de la grille en arrivant avec Laurence Bloch, que je nomme. Donc c'est énorme, donc ça fait beaucoup de gens mécontents. Et donc il va y avoir effectivement ces mécontentements qui vont se cristalliser. Et à un moment, ce jeune patron de 37 ans à l'époque, qui n'est même pas énarque, qui déboule là-dedans pour tout changer, on va essayer effectivement de le déstabiliser. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, malgré la grève de 28 jours, les résultats sont là et c'est ça aujourd'hui qui fait ma fierté, c'est que l'entreprise a été profondément transformée et les résultats se sont produits. Alors, pour vous, il y a plein de responsables dans votre chute. Vous le disiez, l'État actionnaire, vous parliez de Fleur Pellerin, c'est-à-dire qu'elle n'a de cesse, en tout cas c'est comme ça que vous l'expliquez, de vouloir votre tête et d'avoir, enfin, le portrait que vous dressez d'elle est terrible dans ce livre. Oui, alors quand la grève démarre, il y a bien quelqu'un qui doit porter le chapeau de cette grève qui n'en finit pas, et donc c'est soit la ministre qui n'a pas vu venir les difficultés, sachant que quand j'arrive, on coupe 20 millions d'euros sur un budget de 580 millions à Radio France. Ça fait beaucoup, 20 millions d'euros, puisque Radio France, comme ici, tout est produit en interne, donc quand il faut couper sur les gens. Donc ça, c'est mon cadeau entre guillemets d'arriver. Donc quand la grève n'arrive pas à se terminer, il faut que quelqu'un soit responsable, soit la ministre, soit le dirigeant. Et c'est vrai que je le raconte, il y a une lutte en fait pour savoir qui va sauter des deux. Le CSA ne m'a pas lâché à ce moment-là, et c'est vrai que le CSA a montré qu'il avait tenu. Le ministère a été plus compliqué, et c'est vrai que j'ai connu beaucoup d'humiliation, beaucoup de déstabilisation, mais j'ai tenu. Mais vous dites qu'ensuite, dans le jeu de déstabilisation que vous dénoncez, notamment sur les factures de consulting de l'INA, etc., qui sont ressorties, vous montrez que qui est à la manœuvre, c'est l'actionnaire, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est les ministres. Ça, c'était très troublant de se dire, c'est quand même quand on découvre que j'apprends par une haute
fonctionnaires de Bercy que voilà, ma successeur Alina a donné des éléments sur demande à la ministre pour derrière essayer de me faire chuter, ça vous déstabilise profondément. Il faut avoir vraiment en soi la conviction que ce que vous faites est bon prise pour tenir, parce que sinon vous balayez. Alors l'autre chose qui apparemment déplaît, il y a deux choses. Il y a que le fait que Hollande ne vous ait pas choisi. D'ailleurs, vous le croisez et il vous dit « j'entends beaucoup parler de vous ». Et là, vous êtes quand même culotté. Vous lui dites « mais c'est parce que vous ne m'avez pas nommé que vous entendez beaucoup parler de moi ». C'est peut-être... Je l'ai dit avec un certain humour, effectivement. Ouais. Si vous entendez beaucoup parler de moi, c'est justement parce que vous n'êtes pour rien dans ma nomination. Ouais. Je dois quand même dire que pendant les 4 années de présidence à Radio France, François Hollande n'est jamais intervenu. Mais ses ministres, oui. Ses ministres, oui. Son Premier ministre, Manuel Valls, à l'époque, effectivement, a poussé à ce que je parte. Mais lui n'est jamais intervenu, même si je sais qu'il y a eu des pressions, notamment quand on a changé des gens sur l'antenne de France Inter. Ça n'a pas été tout à fait le cas, et je le raconte dans le livre aussi, quand François Bayrou arrive comme garde des Sceaux, ça ne dure qu'un mois en 2017, mais fait pression sur la cellule d'investigation de Radio France qui a sorti l'affaire des attachés parlementaires européens du MoDem. C'est terrible ce que vous dites sur le MoDem, sur le garde des Sceaux, oui, alors ça, j'avoue qui intervient pour contester le fait que vous mettiez à l'écart un journaliste qui est encarté et que pendant la campagne ne peut pas être à l'antenne. On connaît les équilibres totalement. Exactement. Oui, donc il y a vraiment eu à ce moment-là des pressions et je pensais qu'on était passé à un autre monde par rapport au vieux temps de l'ORTF et il y a des moments où certains l'ont oublié. C'est le retour de l'ORTF avec Emmanuel Macron et François Bayrou ? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, en revanche, je pense qu'il y a quand même un besoin au niveau des entreprises audiovisuelles publiques de se regrouper. C'est ce que j'ai dit aussi dans le livre. Il y a des enjeux industriels forts, des grands groupes privés comme le vôtre, comme TF1, M6 qui vont probablement fusionner. Il y a les plateformes américaines aussi qui ont des moyens colossaux. On a besoin d'avoir des acteurs français forts dans le privé et dans le public et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle à réunir l'ensemble de l'audiovisuel public dans une seule et même entité. Et vous racontez aussi, bien évidemment, ce qui, selon vous, a contribué à votre chute, c'est la rumeur de votre liaison avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, quelque part, vous dites, se sert un peu de cette histoire. Il l'a fait durer. Et d'ailleurs, il va faire exploser l'affaire lors d'un meeting. Et il ne vous prévient qu'après en disant Mathieu, je voulais vous prévenir que j'ai parlé de nous. Oui, il m'appelle le lendemain, il fait ses déclarations à Bobino, alors de façon assez astucieuse, il le tourne à la dérision avec humour, en faisant référence à un hologramme, donc référence à Jean-Luc Mélenchon. Donc la forme est bien, j'aurais préféré qu'il me prévienne avant. Il m'appelle le lendemain, et effectivement le livre commence sur cette anecdote pour me dire qu'il a parlé de nous, un nous qui n'existe pas, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a inventé cette rumeur de liaison, parce que nous avons des relations professionnelles avec Emmanuel Macron, mais c'est ni un ami, ni un copain. Donc il y a bien quelqu'un qui a créé de toutes pièces cette rumeur à laquelle les gens croient encore. Et c'est ça que je voulais aussi raconter dans ce livre, témoigner de vraiment du côté un peu dégueulasse quand même de répandre ce genre de fausses nouvelles pour salir une campagne électorale, pour salir un homme en pensant qu'en disant que c'est un homosexuel caché, on pensait que ça le ferait chuter. Heureusement, la société française est plus intelligente que ceux qui ont voulu créer ce mauvais bruit. Alors Mathieu Gallon, on va aussi parler de votre vision des médias dans le futur. Vous parlez beaucoup, et on y croit beaucoup nous aussi au sein de ce groupe, aux côtés des marques qui deviennent des plateformes. On n'est plus seulement des radios, on est des radios, des télés, des sites internet, des podcasts. C'est ce que vous avez fait à Radio France. Oui. Selon vous, la radio, c'est un média qui va survivre de quelle manière ? Alors la radio aujourd'hui, c'est un média qui vieillit, comme la télévision aussi, si vous prenez la télévision linéaire ou la radio linéaire. Et donc les médias doivent se réinventer pour devenir des plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire des plateformes ? C'est-à-dire vraiment avoir une approche beaucoup plus horizontale dans la façon de distribuer les programmes. C'est aussi beaucoup plus inclure les utilisateurs. Avec la radio, le connaît historiquement avec les auditeurs. Notamment avec RMC, effectivement. Voilà, je pense que c'est vraiment cet enjeu. On voit bien aujourd'hui que les nouveaux formats se développent sur YouTube, se développent sur Twitch. Et donc ce côté participatif, je pense que les médias aujourd'hui ont besoin de l'intégrer pour aussi agréger des communautés et faire en sorte qu'autour d'une marque puissante de médias, de professionnels, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de remplacer les journalistes par des contributeurs, il y ait ce phénomène de communauté qui s'agrège autour des
des médias. Mathieu Gallet, entrepreneur. Maintenant, oui. Magellan va bien aujourd'hui? Magellan va bien. Avec les accords bientôt, avec Apple, bientôt avec 3 ans. ouais. Voilà, accord avec Bouygues Télécom en distribution, accord avec Apple Podcast et puis des nouveautés pour nos 3 ans dans quelques semaines. Pour vos 3 ans, vous êtes rentable? On n'est toujours pas rentable, mais effectivement, aujourd'hui, on est toujours dans un mode de diffusion, de distribution qui va s'élargir et notre business model va encore s'étoffer d'ici quelques jours. Mathieu Gallet, Jeu de pouvoir à découvrir en librairie. Merci d'avoir été l'invité de Good Morning Business.